Le petit matin avait cette fraîcheur particulière de Lyon, ce mélange d'humidité venant du Rhône et de promesses d'une journée affairée. Il était à peine 7 heures près de la gare de Pardieu, et la ville s'éveillait dans un ballet mécanique de trams, de voitures et de piétons pressés. Au milieu de ce flot humain, un petit kiosque à café se dressait comme un îlot de chaleur. C'était le royaume de Chloé, un espace minuscule mais impeccable où l'odeur des croissants chauds et du café fraîchement moulu offrait une trêve de quelques instants aux travailleurs matinaux. Chaque tasse servie, chaque sourire échangé était le fruit d'un effort acharné, la brique d'une forteresse qu'elle avait bâtie seule pour se protéger, elle et ses enfants, de l'indifférence de la métropole. Elle s'affairait avec une efficacité tranquille, le visage marqué par une fatigue que seule une mère célibataire pouvait connaître. Mais ses yeux brillaient d'une détermination sans faille. Un homme se détacha de la foule, marchant d'un pas rapide. Il portait un costume bien coupé, mais sa cravate était légèrement desserrée, trahissant une course contre la montre. Il s'appelait Lucas, chef de projet dans une entreprise de technologie, et son esprit était déjà tourné vers la réunion cruciale qui l'attendait. Pour lui, ce kiosque n'était qu'une étape pratique, un simple arrêt pour obtenir la dose de caféine nécessaire pour affronter sa journée. Il commanda un café à emporter, le regard distrait, perdu dans ses pensées, à peine conscient de la femme qu'il servait. Il faisait partie de ces clients anonymes qui venaient et repartaient, un visage parmi tant d'autres dans le quotidien épuisant de Chloé. Et rien ne laissait présager que cette transaction banale allait faire voler en éclats la réalité qu'ils avaient tous les deux si soigneusement construite. Au moment où leurs mains se frôlèrent lors de l'échange de la monnaie, leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Le bruit assourdissant de la ville sembla s'évanouir, laissant place à un silence pesant et électrique. La reconnaissance fut instantanée, un choc brutal qui figea leur corps et leurs esprits. Le visage de Chloé se durcit, son corps se tendit comme un ressort, une armure défensive se mettant en place en une fraction de seconde. Les yeux de Lucas, eux, s'écarquillèrent, passant de la surprise à une incrédulité totale. Puis, son regard fut attiré par un mouvement sur le côté vers deux petites têtes blondes qui jouaient sagement près du kiosque. Deux enfants, un garçon et une fille, d'environ 4 ans. La ressemblance était si frappante, si évidente, qu'elle lui coupa le souffle. C'était comme se voir dans un miroir déformant, une version miniature de son propre visage. Il balbutia une question, des mots qui peinaient à sortir de sa gorge nouée. Mais il n'eut pas besoin de réponse verbale. La confirmation vint du regard de Chloé, un regard dur, silencieux qui disait tout, la douleur, les années de solitude et le reproche muet. Le monde de Lucas bascula. La réunion, sa carrière, sa vie entière perdirent toute importance. Il n'y avait plus que ce visage qu'il avait autrefois connu et ses deux enfants qui étaient le reflet vivant d'un passé qu'il ignorait. L'injustice de ces années perdues s'abattit sur lui avec une violence inouïe. Comment une vie peut-elle être brisée et reconstruite en un seul regard? C'est pour pouvoir continuer à partager des récits aussi puissants que celui-ci que votre soutien est si important. En vous abonnant, vous nous aidez à donner une voix à ces histoires qui méritent d'être entendues. Le silence qui suivit le choc initial fut plus assourdissant que le vacarme de la gare. Lucas, figé sur le trottoir, regardait Chloé comme si elle était une apparition, une énigme vivante issue d'un passé qu'il ne se rappelait même pas avoir perdu. Il tenta de parler, de formuler une phrase cohérente, mais les mots se bousculaient dans sa gorge, impuissants. Chloé, de son côté, avait déjà repris le contrôle. Son visage, un instant pétrifié, redevint un masque de professionnalisme froid. Elle servit le client suivant avec des gestes précis, mécaniques, ignorant délibérément l'homme dont le monde venait de s'effondrer devant son petit kiosque. Pour elle, la survie exigeait d'avancer, de ne jamais laisser la moindre fissure apparaître dans l'armure qu'elle avait mis des années à forger. Chaque seconde passée à le regarder était une seconde volée à son travail, à la sécurité précaire de ses enfants. Lucas ne partit pas.
Il annula sa réunion d'un simple texto, un acte qui aurait été impensable 1 heure plus tôt. Il trouva un banc un peu plus loin, à une distance respectueuse, et il observa. Il la vit jongler entre les commandes, le nettoyage méticuleux de sa machine à café et les sourires patients offerts aux clients pressés. Il vit surtout la manière dont son regard s'illuminait chaque fois qu'il se posait sur Tom et Léa. Il la vit s'accroupir pour refaire un lacet, essuyer une trace de chocolat sur une joue, murmurer des mots de réconfort après une petite dispute. Il découvrit en quelques heures une vie entière de sacrifice, de courage et d'amour inconditionnel. Il ne voyait pas une femme brisée par le passé, mais une guerrière qui avait bâti un royaume avec les débris d'une promesse oubliée. La culpabilité le rongeait, un poison lent et douloureux. Le soir venu, quand Chloé ferma enfin son kiosque, la fatigue pesant lourdement sur ses épaules, elle le trouva qui l'attendait. La pénombre des lampadaires lyonnais donnait à la scène une atmosphère grave, presque solennelle. Elle s'arrêta net, ses enfants se blottissant contre ses jambes, méfiants face à cet inconnu au regard intense. Lucas s'approcha lentement, les mains vides, comme pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Je ne savais pas », furent ses premiers mots, un murmure rauque chargé de 5 années de remords involontaires. Chloé ne répondit pas, son silence était une muraille. Elle avait entendu trop de justifications dans sa vie pour accorder le moindre crédit à celle-ci. Elle voulait simplement rentrer chez elle, fermer la porte sur cette journée et sur ce fantôme revenu la hanter. « Je ne suis pas venu te demander pardon, parce que ça ne suffirait pas, » continua-t-il, sa voix tremblante d'une émotion qu'il ne cherchait plus à contenir. « Je ne suis pas venu t'offrir de l'argent, parce que ce serait une insulte à tout ce que tu as accompli seul. » Il fit un pas de plus, son regard plongeant dans le sien, cherchant une brèche dans sa défense. « Chloé, j'ai perdu 5 ans de leur vie. Je ne veux pas perdre une seconde de plus. Laisse-moi construire une famille avec vous. Épouse-moi. » La proposition tomba dans le silence de la rue, absurde, démesurée, folle. Ce n'était pas une déclaration d'amour romantique, mais un cri du cœur, une tentative désespérée de recoller les morceaux d'une vie qu'il venait à peine de découvrir. Pour Chloé, c'était comme si un étranger lui demandait de lui confier les clés de sa forteresse. Le rire qui s'échappa des lèvres de Chloé fut bref, dénué de toute joie. C'était un rire de pure incrédulité, l'écho de toutes les nuits passées à se demander comment elle allait s'en sortir, de toutes les larmes versées en silence pour ne pas inquiéter ses enfants. Se marier, avec lui, l'homme qui incarnait l'origine de sa plus grande blessure, même s'il en ignorait la cause. L'idée était si saugrenue qu'elle frisait l'offense. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même, à se méfier des promesses qui brillent comme du verre, mais se brisent tout aussi facilement. Sa vie était difficile, épuisante, mais elle était stable. C'était sa stabilité, celle qu'elle avait payée de son sommeil et de sa jeunesse. L'irruption de Lucas menaçait cet équilibre fragile, promettant un futur incertain qu'elle n'avait ni la force ni l'envie d'affronter. Pourtant, malgré le cynisme que la vie lui avait enseigné, quelque chose dans le regard de Lucas l'empêcha de tourner les talons. Il n'y avait aucune arrogance, aucune pitié. Juste une vulnérabilité brute, une sincérité désarmante qui faisait écho à sa propre solitude. Elle vit un homme non pas en quête d'une absolution facile, mais un homme qui venait de trouver un sens à son existence sur un trottoir de Lyon et qui était terrifié à l'idée de le perdre. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une fissure dans sa propre armure. Elle se sentit vue, non pas comme la simple vendeuse de café, non pas comme une mère célibataire courageuse, mais comme Chloé, la femme qu'il avait connue autrefois et dont le souvenir venait de percuter sa réalité de plein fouet. Elle ne lui donna aucune réponse ce soir-là. Elle se contenta de secouer la tête, de prendre ses enfants par la main et de disparaître dans la nuit, le laissant seul avec sa proposition en suspens. Les jours qui suivirent furent un ballet étrange et tendu. Lucas revenait chaque matin, non plus comme un client, mais comme une présence silencieuse. Il ne la pressait pas, ne posait pas de questions.
Il achetait son café, s'asseyait sur le même banc et regardait vivre sa famille. Il apprenait les prénoms de ses enfants en les entendant crier. Il découvrait que Tom adorait les histoires de pirates et que Léa ne se séparait jamais de son lapin en peluche. Il devenait un témoin muet de leur quotidien, et cette constance, cette patience respectueuse commençait à ébranler les certitudes de Chloé plus sûrement que n'importe quel grand discours. Comment peut-on reconstruire une confiance brisée? C'est pour explorer des questions aussi profondes que votre soutien est si précieux. En vous abonnant, vous nous permettez de continuer à donner vie à ces combats intérieurs qui nous touchent tous. La lutte de Chloé n'était pas seulement contre son passé, mais contre l'espoir même, ce sentiment dangereux qu'il avait déjà trahi. Chaque matin, en voyant Lucas sur son banc, une partie d'elle voulait y croire, tandis que l'autre lui hurlait de fuir. Cette proposition insensée avait planté une graine en elle, une graine de possibilité. Et si, pour une fois, le bonheur n'était pas un piège? Et si elle méritait, elle aussi, que quelqu'un choisisse de rester, non par devoir, mais par désir sincère de partager son fardeau et ses joies? Pendant ce temps, Lucas devait affronter les fantômes de sa propre vie. La première étape fut de rompre avec Charlotte, sa fiancée. La conversation eut lieu dans leur appartement luxueux et impersonnel, un lieu qui lui sembla soudain étranger, froid. Quand il lui annonça la nouvelle, sans détour, en expliquant la situation avec une honnêteté brutale, la réaction de Charlotte ne fut pas la tristesse, mais une colère glaciale teintée de mépris. « Tu vas donc quitter notre monde pour une serveuse et ses enfants illégitimes ?» siffla-t-elle, ses mots choisis pour blesser, pour le rabaisser. Elle ne voyait pas une histoire de famille retrouvée, mais une mésalliance, une chute sociale inacceptable. Pour elle, Chloé n'était qu'une usurpatrice, une opportuniste qui menaçait son statut et son avenir soigneusement planifié. La réaction de Charlotte ne fit que renforcer la détermination de Lucas. Il réalisa à quel point son monde avait été superficiel, construit sur des apparences et des conventions sociales qui s'effondraient face à l'authenticité de ce qu'il avait trouvé près de la gare de Pardieu. La colère de son ex-fiancé devint le premier obstacle externe, la première manifestation du jugement qu'il devrait affronter. Elle promit de ne pas lui faciliter la tâche, usant de son influence et de leurs connaissances communes pour peindre le portrait d'un homme instable, manipulé par une femme calculatrice. Lucas savait que le chemin serait difficile, que les critiques et les rumeurs allaient pleuvoir. Mais pour la première fois, il se battait pour quelque chose de réel, de tangible, le droit d'être le père de Tom et Léa. Après une semaine de ce rituel matinal, Chloé céda sur un point. Un après-midi, alors qu'elle emmenait les enfants au parc de la Tête d'Or, elle vit Lucas qui les suivait à distance. Au lieu de l'ignorer, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Ils aiment les glaces à la vanille », dit-elle simplement, sans le regarder dans les yeux. C'était tout. Ce n'était pas un oui à sa proposition, ni même une invitation. C'était un test, une minuscule ouverture dans sa muraille. Lucas comprit immédiatement. Il hocha la tête, le cœur battant, et alla acheter 3 glaces. Il revint et les tendit aux enfants, son geste un peu maladroit, son sourire empli d'une nervosité touchante. Il ne chercha pas à s'imposer, se tenant légèrement à l'écart pendant qu'ils dévoraient leur goûter. Assis sur un banc du parc, à quelques mètres l'un de l'autre, ils regardèrent les jumeaux jouer. Le silence entre eux n'était plus hostile, mais chargé de questions et d'émotions inexprimées. Chloé observait chaque interaction de Lucas avec ses enfants. La façon dont il souriait quand Tom faisait une galipette, la douceur de son regard quand Léa venait lui montrer une fleur. Il n'essayait pas de jouer un rôle, il était simplement là, présent, absorbant chaque détail de ses vies dont il avait été privé. Pour Chloé, ce n'était plus l'homme d'affaires pressé qui l'avait regardé sans la voir. C'était un père potentiel, maladroit et effrayé, qui apprenait à connaître ses propres enfants. La tension commençait à se muer en une connexion fragile, un fil ténu mais réel, tissé dans le rire de 2 enfants profitant d'un après-midi ensoleillé.
Le gala annuel de l'entreprise de Lucas se tenait dans un hôtel somptueux du centre de Lyon, un univers de lustres en cristal, de champagne et de conversations feutrées qui semblaient à des années-lumière du kiosque de la Part-Dieu. Chloé s'y sentait comme une pièce rapportée, sa robe simple mais élégante ne suffisant pas à masquer son malaise face à ce luxe ostentatoire. Elle avait accepté de venir pour lui, pour marquer une étape, mais chaque regard curieux posé sur elle et sur les enfants, sages mais intimidés, était une petite piqûre. Lucas, à ses côtés, était tendu mais d'une tension nouvelle. Il ne cherchait pas l'approbation de ses pairs. Il leur présentait sa réalité, sa nouvelle raison d'être, avec un mélange de fierté et de défi. C'est alors que Charlotte apparut, fendant la foule, avec l'assurance d'une prédatrice qui a repéré sa proie. Son sourire était glacial, ses yeux fixés sur Chloé avec une hostilité non dissimulée. La confrontation fut aussi rapide que brutale. Charlotte s'arrêta devant eux, son verre de champagne à la main, et laissa tomber son venin avec une précision chirurgicale. « Alors c'est vous !» dit-elle d'une voix faussement douce, assez forte pour que les invités les plus proches puissent entendre. La petite serveuse au timing parfait. C'est fascinant ce que certaines femmes peuvent accomplir avec une bonne histoire et un peu de chance. Tu as bien manœuvré, Lucas, pour te retrouver piégé de la sorte. Chaque mot était une insulte, une tentative de réduire Chloé à une caricature de profiteuse. Chloé ne sia pas. Elle se contenta de resserrer sa prise sur la petite main de Léa, son silence et sa posture droite constituant sa seule défense. Elle avait affronté la faim, le froid et la solitude. Les médisances d'une femme jalouse n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond désagréable. Mais elle sentit le regard des autres, le poids du jugement qui s'abattait sur elle. Lucas sentit une colère froide le submerger, mais elle était claire, lucide. Il ne répondit pas à Charlotte. Il ne chercha pas à entraîner Chloé à l'écart pour la protéger. Au lieu de cela, il posa un baiser sur le front de sa compagne, lui murmurant un « fais-moi confiance » qui se voulait rassurant. Puis, à la stupéfaction générale, il se dirigea d'un pas décidé vers la petite estrade où le directeur des ressources humaines venait de terminer un discours. Sans un mot d'excuse, il prit le micro des mains de l'animateur. Un silence perplexe s'installa dans la salle, le brouhaha des conversations s'éteignant peu à peu. Tous les regards convergèrent vers lui, cet homme qui, d'habitude si réservé, venait de s'emparer de la scène. Chloé retint son souffle, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la peur panique de ce qu'il allait faire et une lueur d'espoir insensé. Sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, résonna dans la salle, ferme, et sans la moindre hésitation. « Bonsoir à tous. Excusez-moi de cette interruption, mais il y a des choses plus importantes qu'un bilan annuel. » Il balaya l'assemblée du regard, avant de le poser sur Chloé. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme un chef de projet, mais ce soir, je veux que vous sachiez qui je suis vraiment. Je suis le père de ces deux enfants merveilleux, Tom et Léa, et je suis l'homme qui a eu la chance inouïe de retrouver cette femme, Chloé. » Il se tourna vers elle, le micro toujours en main. « Chloé, je te demande pardon devant tout le monde. Pour chaque jour où je n'ai pas été là, la vie que tu as bâtie seule pour eux a plus de valeur que tout ce que ce monde peut offrir. » Enfin, son regard se fit dur comme l'acier en se posant sur Charlotte. « Mon passé vient de s'achever. Mon avenir, lui, a un nom, et il s'appelle Chloé. » Il posa le micro et descendit de l'estrade dans un silence de cathédrale. Charlotte était livide, l'humiliation publique l'ayant figée sur place. Lucas traversa la salle, indifférent au regard choqué ou admiratif, son unique but étant de rejoindre Chloé. Il lui tendit la main, et lorsqu'elle la prit, il sentit que ce n'était plus la main d'une femme sur la défensive, mais celle d'une partenaire. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Chloé, mais pour la première fois, elles n'étaient pas salées de chagrin ou de solitude. C'étaient des larmes de libération, la reconnaissance publique de sa dignité et de son combat. Elle lui offrit un sourire tremblant, un sourire qui valait toutes les réponses du monde. Sans un regard en arrière, ils prirent les enfants par la main et quittèrent la salle.
laissant derrière eux un monde de faux semblants pour commencer à construire le leur, ensemble, sur des fondations désormais indestructibles. Leur mariage ne fut pas une grande cérémonie, mais une promesse chuchotée dans l'intimité de la mairie du 4e arrondissement, sur les pentes de la Croix-Rousse, avec pour seuls témoins les 2 enfants et quelques amis proches. Chloé portait une robe simple, de la couleur de la crème, et pour la première fois depuis des années, son sourire n'était pas voilé par la fatigue ou l'inquiétude. Lucas, lui, avait troqué son costume de cadre pour une tenue plus décontractée, mais son regard n'avait jamais été aussi solennel. En passant l'alliance à son doigt, il ne scellait pas une réparation, mais le début d'une nouvelle histoire, une histoire qu'ils choisissaient d'écrire ensemble. Les mains des enfants, petites et chaudes, se glissèrent dans les leurs à la sortie, et en marchant ainsi, à 4, sur les pavés lyonnais, ils n'étaient plus des fragments de vie brisés, mais une famille entière et indivisible, dont la force résidait dans la simplicité de cet instant. Ils quittèrent rapidement le tumulte du centre-ville pour une petite maison à caluire et cuire, avec un jardin où les rires de Tom et Léa pouvaient enfin s'épanouir librement. Ce n'était pas un palais, mais un foyer bâti sur des fondations d'amour et de respect mutuel. Lucas n'a pas cherché à effacer le passé de Chloé en la couvrant de cadeaux. Il a préféré investir dans son avenir. Avec son aide, elle a obtenu un prêt de 30 000 €, non pas comme une aumône, mais comme le capital de départ d'une entrepreneuse qu'il admirait. Le petit kiosque de la Part-Dieu fut vendu, et à sa place naquit le Café de Chloé, un charmant établissement de quartier, chaleureux et accueillant, où l'odeur du café se mêlait désormais à celle d'une réussite méritée. Elle n'était plus seule derrière son comptoir. Elle était la gérante fière d'un rêve devenu réalité. Les années qui suivirent furent une lente et douce reconstruction. Lucas apprit à être père dans les gestes du quotidien, les histoires du soir, les genoux écorchés à consoler, les leçons de vélo dans l'allée du jardin. Il découvrit une forme de richesse qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais apportée, une plénitude dans le simple fait d'être présent. Chloé, de son côté, apprit à baisser la garde. Elle apprit à déléguer non seulement les tâches de son café, mais aussi les soucis qui pesaient sur son cœur. Elle accepta qu'on prenne soin d'elle, que l'amour puisse être un refuge et non une menace. La guerrière solitaire, qui avait bâti une forteresse pour survivre, laissait place à une femme qui apprenait à vivre pleinement, entourée de la sécurité et de la tendresse qu'elle avait toujours cru hors de sa portée. 5 ans après leur rencontre improbable, un dimanche matin, Chloé observait depuis la terrasse les jumeaux, désormais âgés de 9 ans, qui construisaient une cabane au fond du jardin. Une nouvelle rondeur dessinait sa silhouette, promesse d'une vie à venir. Lucas la rejoignit, posant doucement ses mains sur son ventre, son regard empli de la même adoration silencieuse que lors de leur premier après-midi au parc. Leur histoire n'était pas un conte de fées, mais la preuve vivante que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de les saisir. Partager des témoignages aussi vrais que le leur est ce qui donne un sens à notre mission. Et c'est grâce à votre abonnement que nous pouvons continuer à faire entendre ces voix qui nous rappellent que l'amour est toujours le plus beau des recommencements.